Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours, bienvenue à votre podcast, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire où on prend ensemble un café, on prend notre lunch ensemble, on se calme un peu les nerfs, puis on regarde un peu les tâches qu'il vous reste à accomplir. Cette semaine, ou dans le cadre du module à l'étude cette semaine, dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme, toujours accompagné à distance de Catherine. Bonjour Catherine. Allô, allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Puis la correction, tu t'en sors? Ça avance bien. Je pense que on pourrait encore espérer avoir les notes le 18 sans trop d'inquiétude. Yes. Bravo. Merci pour tout. Je sais que c'est long, je sais que c'est ingrat, mais c'est ça, il faut le faire, mais c'est du travail, là, la correction. Un jour, si vous avez à faire ça, là, c'est ça. Surtout pour des groupes comme ça, à 160 étudiants, ça fait beaucoup de questions 1 à corriger, puis beaucoup de questions 2 à corriger. C'est un peu aliénant. Merci Catherine de le faire aussi bien. Est-ce que tu es prête à entamer là, le suivi des TP2? As-tu reçu le document? Là, je t'avais envoyé les principaux documents à partager. Tu as reçu ça? Oui, j'ai tout reçu ça. Donc, oui, effectivement, cette semaine-là, je pourrais commencer à regarder ça, là, peut-être plus vers la fin de la semaine, là, après, lorsque la correction sera terminée. Pas de problème. Puis pour les autres équipes, ben, faites-moi signe si vous avez besoin de réviser ça. J'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à travailler. C'est sûr qu'on va vous aider, mais on ne travaillera pas plus que les autres membres de l'équipe. Là. Je pense qu'il faut que ça soit. Je pense au moins qu'il faut que tout le monde aille passer sur le document et travailler un peu avant de nous demander des rétroactions. Mais lorsque c'est fait, lorsque vous le faites à l'avance, ben, ça nous fait plaisir à Catherine et moi de. D'ailleurs, là, j'ai partagé à Catherine, si vous n'aviez pas encore partagé votre document, je lui ai partagé au moins un document là, sur lequel je pensais que vous travailliez. Donc, si jamais vous n'avez pas de nouvelles de Catherine ou pas de nouvelles de moi, ben, écrivez-moi. Là, peut-être qu'on ne suit pas exactement le bon document. Le but là, d'avoir un accès à ces documents-là, c'est justement de vous accompagner et pouvoir rebondir assez rapidement dans vos documents, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous suggérer comme édition, amélioration. Je ne dis pas qu'on va le faire là, systématiquement, mais si vous en faites la demande, si Catherine a un peu de temps, si j'ai un peu de temps, là, souvent, là, on se réserve quelques heures par semaine pour aller au moins vérifier, faire un tour, s'assurer que tout se passe bien. Merci Catherine de t'engager aussi dans ce suivi de TP2. Ouais, pas de problème. Merci à vous aussi, chers étudiants, d'être engagés dans ce cours. Je vois les téléchargements des podcasts en classe synchrone. Il y a du monde, il y a de moins en moins de monde, mais ça, c'est normal. C'est normal. Ça va revenir en fin de session là, si je fais un caout, là, mais habituellement, on voit comme ça là, que en direct, c'est plus compliqué d'être là à l'heure, de prendre ce moment-là. Par contre, je vous remercie, là, ceux qui sont en direct, en synchrone. Ben, grâce à vous, j'ai un peu de votre énergie en direct, une énergie qu'on peut ensuite partager aux autres étudiants là, qui nous écoutent en podcast. Merci, merci encore à vous. C'est beau de voir ça. Je sais qu'il y a mon petit groupe, là, je dirais que en classe synchrone, une vingtaine à distance asynchrone, donc en podcast, on est à peu près 40, 45. Donc, juste à vous, là, vous êtes suffisamment pour donner suffisamment d'énergie, d'engagement pour que ça soit ressenti, je dirais, par les autres là, qui sont peut-être un peu moins engagés, mais qui voient bien que ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe sur les podcasts en classe synchrone, sur les forums de discussion aussi. Il y a beaucoup d'activités de ce côté-là. Merci à vous de le faire et de le faire aussi bien. Aujourd'hui, le thème, c'est un beau thème, vous allez voir, c'est le conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un des problèmes les plus fréquents, je dirais, non seulement dans l'exercice de la profession, mais dans le monde du travail. D'ailleurs, je regardais vos TP1, là, ben, il y en a plusieurs là, qui sont pris avec des situations où il y a un conflit d'intérêts. Donc, soyez attentifs. Là.
Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Il faudra aussi non seulement le reconnaître dans la vraie vie, mais le reconnaître aussi dans votre TP1 ou TP2 plutôt. Parce que s'il y en a un, il va falloir le résoudre. On ne peut pas juste, comme dans la vie, faire semblant qu'il y a peut-être apparence de conflit d'intérêts, puis rien faire face à ce questionnement. Donc, aujourd'hui, ce sont des notions que nous allons voir ensemble. 2 questions peut-être pour vous mettre en contexte. Allons-y, je vous propose des mises en situation. Si, disons, mettons que vous travaillez pour un employeur, puis qu'un client vous offre un petit cadeau. Hein? Petit cadeau. Merci. Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts? Si vous l'acceptez, si vous acceptez, disons, disons, à quoi ça pourrait ressembler? Disons, deux billets de hockey. Tiens, on aime le hockey. Hein, ils ont perdu hier, mais c'est pas grave, on aime le hockey quand même. 2 billets de hockey, 2 billets à, je sais pas, 100 $. Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêt à ce moment-là? Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêt une fois que vous l'avez accepté? Est-ce que vous n'êtes pas pantoute en conflit d'intérêt? Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêt si vous acceptez ces billets-là pendant, je ne sais pas moi, 3 parties par année pendant 10 ans? Est-ce que là, vous êtes en conflit d'intérêt? Puis, voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est très archétypal, c'est des cadeaux, mais c'est pas toujours, ça prend pas toujours cette forme-là. Ça prend des fois des formes un peu plus subtiles. Je dirais que de façon plus abstraite, les principales questions qui sont posées dans un conflit d'intérêts, c'est lorsqu'on vous demande de choisir entre d'une part, votre intérêt personnel. Donc là, ici, ça peut être plus large, là. Le vôtre, mais celui aussi de vos proches, de vos alliés, de vos parents, de votre gang, de votre troupe, de votre clan, de votre famille. Nommez-les comme vous voulez, là, mais votre intérêt personnel. Et d'autre part, donc 2, d'autres intérêts qui, eux, sont associés à votre profession, à l'exercice de votre rôle. Dans votre cas, ce sera la protection du public, ce sera la paix sociale, la santé publique pour d'autres. Donc, vous avez à choisir entre ça, entre votre intérêt personnel d'une part et d'autres intérêts qui sont associés à votre rôle. Qu'est-ce que vous choisissez? Si vous posez cette question, quoi choisir? Le conflit d'intérêts se cache peut-être dans ce genre de situation, au moins aujourd'hui ou dans la présentation, sinon dans ce module. Nous ferons un peu la lumière là-dessus. Essayer de clarifier les choses. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts ou non? Parce que vous souhaitez évidemment voir des différences, faire les nuances qui s'imposent et pour prendre éventuellement la meilleure décision possible. Si vous souhaitez voir comment on applique la théorie du cours d'aujourd'hui, je vous invite à aller lire. J'ai écrit un petit article cette semaine. En fait, ça a été publié il y a une semaine peut-être. Je ne me rappelle plus la date exacte. Ça a été publié dans La Conversation Canada. Là, donc, éventuellement, c'est un site de publication d'articles en ligne. Là, habituellement, c'est des articles qui peuvent être rachetés, republiés par d'autres journaux. Donc, vous devriez le voir circuler dans le Soleil peut-être cette semaine ou dans la presse. J'ai écrit un article à propos du cas du ministre Fitzgibbon, dont vous avez vu ça Vous avez vu ça passer plutôt. Et vous êtes peut-être demandé, est-ce que le ministre en question est en conflit d'intérêts? Du moins, la commissaire à l'éthique, elle, pensait croire qu'il y avait conflit d'intérêts suffisamment pour lui faire un blâme, demander qu'il y ait correction ou gestion plus prudente de ce conflit d'intérêts. Donc, vous irez voir l'article en question, peut-être juste pour réviser les thèmes que nous allons voir dans cette introduction et dans ce module, pour voir comment on applique la théorie à quelque chose d'un peu plus concret. Donc, l'article, vous irez voir, c'est intitulé « Comment reconnaître et gérer un conflit d'intérêts ». Donc, ça, c'est les 2 thèmes, d'ailleurs, que nous allons voir aujourd'hui. Comment le reconnaître et, une fois reconnu, comment le gérer.
Vous allez le voir, je le disais un peu en introduction, le conflit d'intérêts, il est partout. En fait, avant, j'avais même pas de module où on en parlait quasiment pas dans ce cours, mais c'était tellement partout que je me suis dit, bon, ça va faire, on va préparer un module, on va faire des recherches, on va documenter ça, puis on va donner de l'information qui est crédible et rigoureuse en la matière. Donc, le conflit d'intérêts, vous allez le voir, il est partout. Vous avez sûrement eu au moins une fois dans votre vie le genre de dilemme que je vous proposais au début, là, l'idée de sacrifier peut-être ou d'avoir à peut-être sacrifier votre intérêt personnel au profit d'intérêts autres. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà réussi? Pour vous, cette année, quel genre de conflit d'intérêts? Ben, le contexte COVID, c'est un beau contexte là, pour voir les conflits d'intérêts à l'œuvre. Je vous dis, là, c'est une tension entre vos intérêts personnels et les intérêts, disons l'intérêt public ou l'intérêt qui est lié à votre rôle. Regardez un peu comment vous réagissez, comment ceux et celles qui vous entourent réagissent lorsqu'ils ont à choisir entre, un, leur intérêt personnel et deux, des intérêts autres. Et vous allez voir toutes sortes de belles réactions. Vous allez voir que l'intérêt personnel influence le jugement de toutes sortes de façons. Hein, vous l'avez vu autour de vous. Est-ce que c'est un hasard si à chaque décision difficile, on finit par choisir son intérêt personnel? Est-ce un hasard, les exemples que j'ai en tête, c'est est-ce un hasard si vous décidez de défendre la pertinence d'ouvrir des gyms, hein, des centres d'entraînement en contexte de pandémie mondiale, si vous êtes propriétaire d'un gym? Hein, on voit les intérêts qui sont personnels, qui influencent un peu les autres intérêts. Ici, c'est la santé publique. Des exemples peut-être plus proches de vous. Est-ce que c'est normal si vous êtes à ce point, ben, peut-être pas vous, mais les plus jeunes, on les voit en ce moment dans les médias. Est-ce un hasard si vous êtes à ce point pour l'assouplissement du déconfinement, pour la santé mentale des jeunes, mais par hasard, ben, vous êtes une jeune personne qui se prépare à fêter son bal de finissant. Hein? Donc, ça se peut que ça soit une bonne idée de déconfiner. Mais est-ce que la personne qui elle-même a des intérêts personnels en la matière, est-ce qu'elle est la plus apte pour juger de la pertinence de ce genre de décision? En fait, on est là, dans l'exercice du jugement, dans l'évaluation de la confiance que nous pouvons avoir envers ce jugement. Justement, ces notions, vous en aurez besoin dans la résolution de votre TP2. Je vous en parlais un peu plus tôt. Un étudiant m'écrivait, c'est pas cette session, c'est l'autre session, puis il arrivait à la toute fin de son TP2, puis il me disait, je ne sais pas si c'est normal, mais à la fin de mon analyse, quand on prend la décision, ben c'est une décision qui m'avantage. Est-ce que c'est normal si cette décision-là m'avantage? Est-ce que ça pose problème? Ben, vous voyez un peu la question de l'impartialité, le critère d'impartialité d'ailleurs dont Legault fait mention. C'est sûr que si la décision, parmi les parties prenantes, s'il y a une personne qui risque d'être avantagée par la décision et que cette personne-là, c'est la personne elle-même qui prend la décision, ben, gageons que ça peut effectivement influencer le jugement et à la fin influencer la prise de décision. Donc aujourd'hui, là, on va vous donner des outils pour, en tout cas dans ce module, vous aurez tous les outils pour essayer de résoudre ce risque, hein, le risque qu'une personne qui prend des décisions importantes, et c'était le cas dans le cas Fitzgibbon, vous irez voir, le risque qu'une personne qui prend des décisions importantes puisse être tentée de privilégier son propre intérêt personnel, hein, au détriment des intérêts propres à son rôle, peut-être, dans le cas de Fitzgibbon,
ou à sa profession dans le cas de votre futur rôle, hein. C'est la bonne question à se poser. Le risque qu'une personne puisse tenter de servir ses propres intérêts personnels au détriment d'autres intérêts qui sont liés à son rôle et sa profession. Donc, sachez-le d'abord, d'emblée, votre ordre professionnel, lui, vous demande d'éviter tous les conflits d'intérêts. Tout. Tout. Serez-vous, allez-vous être capable d'éviter tous les conflits d'intérêts? Il faut voir la difficulté du geste, hein. Votre ordre vous demande, en somme, ce qu'il exige, c'est le geste le plus noble possible, le plus difficile qui soit, c'est-à-dire qu'il vous demande de sacrifier votre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Chez votre ordre professionnel, c'est le thème du désintéressement. Hein, intérêt, conflit d'intérêt, désintéressement qui souvent le recoupe, c'est ce genre de questions. Être capable de se séparer de ses propres intérêts personnels ou mettre en place des procédures ou des règles qui favorisent ou qui vous aident justement à faire ce sacrifice. Choisir ou qu'on vous impose de vous distancier de vos propres intérêts personnels pour vous demander plutôt de poser des gestes qui servent davantage les intérêts du public ou la protection du public dans votre cas. C'est quelque chose. Je vais faire un effort. C'est quelque chose qui est, soyons honnêtes, c'est difficile. Hein? On ne se fera pas de cachette ici. Nous avons tous tendance, et votre prof n'y échappe pas, et Catherine non plus, nous avons tous tendance à protéger notre propre intérêt personnel, nos avantages, nos privilèges, mais surtout ceux de nos proches, de nos alliés, de nos amis, de notre clan, de ceux qui nous ressemblent. Nommez-les, là. C'est un réflexe humain. On se reconnaît d'ailleurs dans ce réflexe. Vous avez juste à regarder des séries télé, je sais pas, les mafieux, les Corleone, par exemple, les Sopranos. Les Stark, même, dans Game of Thrones, sont un peu de cet ordre-là. La défense du clan contre vents et marées. Donc, cette protection-là, elle est humaine, elle est importante. Et il faut voir le sacrifice qu'on vous demande lorsqu'on demande à un être humain comme vous et moi de sacrifier un peu les intérêts personnels au profit d'intérêts autres ou de la protection du public. Hein, votre ordre, il vous le demande. Votre rôle, à titre de professionnel, ça s'en vient. Curieusement, curieusement, il vous demande le contraire. Hein. Il vous demande de mettre de côté votre propre intérêt personnel et de choisir d'autres intérêts. Et les autres intérêts, j'en ai parlé un peu. Dans vos ordres professionnels, ce sera la protection du public, arpenteur, géomètre, la paix sociale, la sécurité publique dans certains, santé publique pour d'autres. Ce sont ces intérêts-là là, qu'on souhaite que vous serviez et non pas vos propres intérêts personnels. Bon, on le voit, la tendance, elle est là, elle est humaine. Mais c'est un geste, je dirais, qui défie, lorsque on vous demande de poser un geste qui défie notre propre humanité, ce qui est quelque chose de plus viscéral en nous. Hein. C'est un geste, en ce sens, c'est un geste surhumain là, au sens moral. Bon, pas super héroïque, pas encore, mais quand même, il faut voir la difficulté de ce qu'on vous demande. Sacrifier parfois votre propre intérêt personnel. L'indice de la semaine, Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon. Le module 9, vous allez le voir, il est exclusivement consacré à ce thème, donc le conflit d'intérêts. Tout parlera du conflit d'intérêts.
Je vous l'ai dit, c'est fréquent dans l'exercice du travail. C'est tellement fréquent que le thème s'est imposé dans ce cours. Vous le verrez dans le module, je dirais qu'il y a deux principaux objectifs. D'abord, reconnaître le conflit d'intérêts et ensuite le résoudre. Donc, reconnaître le conflit d'intérêts, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le définir, être capable de... C'est quoi être capable de dire comme ça, là? Si je vous le demande comme ça, de me définir le conflit d'intérêts, il faut être au moins capable de répondre à cette question assez précisément, pas juste comme ça, là, instinctivement, mais avoir une définition qui se tient. Identifier, admettre son existence du conflit d'intérêts lorsque vos collègues sont impliqués, lorsque vous êtes concerné. Donc, je dirais que c'est peut-être la difficulté la plus importante, reconnaître le conflit d'intérêts. La plupart de ceux et celles qui sont en conflit d'intérêts ou qui sont dans des situations de la sorte n'auront pas d'abord de définition de ce que serait un conflit d'intérêts. Puis, ils vont, c'est quoi qui arrive? Ils vont souvent se reporter, je dirais, refuser de décider, ils vont prétexter l'apparence de conflit d'intérêts. Ça, c'est commun. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Bon, il y a apparence de conflit d'intérêts, mais il n'y a pas vraiment conflit d'intérêts, puis on essaye de s'en sauver comme ça. Mais la question demeure. Lorsqu'on parle d'apparence de conflit d'intérêts, il faut aller un peu plus loin. Attends un peu. Il y a apparence peut-être, mais est-ce qu'il y a ou non conflit d'intérêts? S'il n'y a pas conflit d'intérêts, à ce moment-là, on dira qu'il y a seulement apparence de conflit d'intérêts. C'est un bon point de départ, là. Il y a d'abord apparence de conflit d'intérêts, mais il faut investiguer pour savoir s'il y a oui ou non conflit d'intérêts. S'il y a conflit d'intérêts, on va le gérer. Puis sinon, on dira il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêts et voilà pourquoi on pense qu'il y a conflit d'intérêts, mais voilà pourquoi il n'y a pas conflit d'intérêts parce que j'ai une belle définition. Je vais vous la dire, puis je vais argumenter en ce sens. Mais on ne peut pas se dire seulement, c'est réglé, il y a des apparences, puis il n'y a pas vraiment conflit d'intérêts. Lorsque quelqu'un soulève cette question-là, il faut prendre le temps de l'approfondir, puis de voir si de fait ou non il y a conflit d'intérêts. S'il y a conflit d'intérêts avéré, on verra avec les définitions, il faudra le gérer. OK? Mais avant de le gérer, je vous le disais, il faut le reconnaître et ça prend une définition. Puis une définition solide, en fait, la définition que je vous ai trouvée, il y en a plusieurs. Il y en a des définitions que vous trouvez dans n'importe quel dictionnaire, mais je dirais que celle que je trouve la plus forte, qui montre bien les ingrédients du conflit d'intérêts, ça vous permettra de l'appliquer à toutes sortes de situations. C'est la définition de Davies. Donc, Davies vous dit un conflit d'intérêts, ça prend 3 ingrédients. OK? Le premier ingrédient, c'est le jugement. Donc, ça prend quelqu'un qui est en train d'exercer ou qui se prépare à exercer le jugement. Donc, on en a parlé là, dans les derniers modules. L'exercice du jugement, c'est une tâche qui est délicate, qui implique une prédication. Je ne veux pas plonger là-dedans avec vous, mais ça se pose la question. Si je suis en train de juger, je suis en train de décider, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Donc, ces décisions-là, c'est l'exercice du jugement, c'est délicat. Et un conflit d'intérêts, justement, on le verra, là, c'est une situation où le jugement peut être compromis. C'est des tâches délicates de savoir si quelque chose est vrai et juste. Et vous aurez à prendre ce genre de décision ou exercer votre jugement. Et en situation de conflit d'intérêts, ce jugement risque d'être compromis. Le deuxième ingrédient, donc d'abord le jugement. Le deuxième ingrédient, nous dit Davies, c'est la confiance. La confiance. Oui, il y a une personne qui vous fait confiance ou une tierce partie qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc, vous êtes dans l'exercice d'une profession, on vous donne un mandat, puis là, vous allez décider si telle étude
environnementale, c'est laquelle qui est la plus juste, la plus vraie, puis vous avez exercé un jugement, bien, il y a une personne là-dedans qui n'a pas vos compétences, qui n'a pas votre expérience, puis qui se fie sur vous, qui vous fait confiance. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer un jugement qu'il souhaite le plus neutre, le plus juste possible. Et troisième ingrédient, donc les deux premiers ingrédients, jugement, confiance. Et le troisième ingrédient, c'est l'intérêt en conflit ou un lien d'intérêt. Donc, la plupart du temps, on a une personne qui a un intérêt, qui est tentée de privilégier son propre intérêt personnel au détriment des autres. Donc, les autres, c'est les intérêts de son client, de son patron, qui est souvent la même personne pour vous. Mais l'intérêt, c'est ça, cet intérêt-là personnel qui risque d'influencer l'exercice de votre jugement. Et si c'est le cas, bien, rappelez-vous qu'il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer un jugement le plus honnête et intègre possible, pas un jugement qui est biaisé par vos propres intérêts personnels. Donc, si vous avez les ingrédients 1, 2 et 3 en même temps, bien, il y a conflit d'intérêts. Il y a un intérêt qui risque d'influencer votre jugement, lequel jugement biaisé risque de nuire à la confiance de la personne qui vous a fait confiance pour exercer son jugement. Donc, si vous avez ces trois ingrédients, il y a un conflit d'intérêts, du moins selon la définition de Davies. Et bien, il n'y a pas de problème, parce que vous allez en trouver plein des situations de la sorte où il y a un conflit d'intérêts. Mais moi, je ne vous parle pas de faute ici, je vous parle d'une situation où il y a un risque. Le risque que votre jugement soit influencé par un intérêt personnel, nommez-le votre préféré, là, mais il y en a toutes sortes de liens d'intérêt qui peuvent influencer l'exercice de votre jugement. Donc, pas d'apparence de conflit d'intérêt ici. Là. Conflit d'intérêt, pas de problème, c'est avéré, mais on se trouvera des façons pour gérer ce genre de situation. Donc, 3 ingrédients. Et désormais, du moins à la fin du module, bien, vous serez capable d'identifier et de reconnaître un conflit d'intérêt. Si je vous dis, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Je vous décris une situation, je vous dis, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Bien, vous prenez la définition, puis vous essayez de voir les 3 indices, les 3 ingrédients. Puis s'il y a les 3 ingrédients, il y a conflit d'intérêt. Pas apparence, il y a conflit d'intérêt et on va le gérer. J'ai une amie, là, puis là, il faut le gérer. Là. On ne peut pas juste dire « Ah, effectivement, il y a conflit d'intérêt. » Puis là, ça finit comme ça. Non, ça, c'est pas bon. J'ai une amie, elle travaille pour une organisation, tiens, je vais taire le nom de cette organisation-là, ce serait un peu gênant, mais qui me disait que c'est elle qui était responsable du traitement des conflits d'intérêts. Puis, eux, ce qu'ils faisaient, c'est lorsqu'une personne avait des liens d'intérêt, il y avait un document de divulgation des liens d'intérêt. Puis elle recueillait les documents dans lesquels ces personnes-là confiaient avoir des liens d'intérêt. Des liens d'intérêt qui sont suffisamment forts pour risquer d'influencer leur jugement. Donc, elle avait à classer ces documents-là, à recevoir ces documents-là. Puis je lui demandais, qu'est-ce que vous faites avec ces documents-là ensuite? Qu'est-ce que vous faites pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels? Pas grand-chose, finalement. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des déclarations de liens d'intérêt, mais une fois que c'était déclaré, on se disait que c'était pas mal réglé. Ben non. C'est un bon départ, mais il faut les résoudre parce qu'il y a une personne qui te confie qu'elle a peut-être des liens d'intérêt qui peuvent influencer son jugement. Faudrait s'assurer de mettre en place des mesures de prudence pour s'assurer que le jugement de la personne ne soit pas indûment biaisé par ses propres intérêts personnels. OK. Dans l'enregistrement de cours, vous verrez que j'y explique plus longuement des pistes de solutions pour gérer des conflits d'intérêts, des pistes de solutions qui sont préventives. Ben oui, si vous n'êtes pas encore en conflit d'intérêts, mais vous voyez que ça s'en vient, là,
Vous avez plusieurs amis dans un domaine, il y a des soumissions, vous risquez de tomber sur une soumission d'un ami, d'un ancien collègue. Bien, ça, c'est des mesures préventives que vous pouvez mettre en place. Et d'autres solutions qu'on dit correctrices plutôt, c'est lorsque vous êtes en train d'exercer votre jugement, là, puis vous devez corriger le conflit d'intérêts. Vous êtes en train d'exercer votre jugement et votre jugement risque d'être compromis. Donc là, ça prend des solutions plus drastiques. Parmi les solutions que nous allons voir pour gérer un conflit d'intérêts, il y en a plusieurs. Éviter le conflit d'intérêts, ben oui, ça c'est bien pratique si vous en êtes capable. Hein? C'est comme si vous avez des problèmes avec vos problèmes de maths, là, de ne pas faire des maths, ça peut être utile. Vous n'aurez jamais de problème de maths. Mais le problème, c'est que vous allez en rencontrer. Donc, ça, c'est la même chose pour le conflit d'intérêts. Là. Donc, essayez de l'éviter, mais c'est une solution. Je dirais que ça ne s'attaque pas réellement au problème parce que si vous évitez le conflit d'intérêts, vous n'avez pas besoin de le gérer, c'est sûr. Les autres pistes de gestion, c'est le divulguer, j'en ai parlé. C'est un bon point de départ, mais ce n'est pas un point d'arrivée, rappelons-le. Déclarer les liens d'intérêt, déclarer son conflit d'intérêt. Troisième piste de solution, délester. Donc, délester, se départir des intérêts personnels qui peuvent influencer sur vos autres intérêts. Donc, là, ici, c'est des solutions du type vendre ses actions, vendre ses liens d'intérêt, vendre ses compagnies. Dans le cas de Fitzgibbon, là, vous allez voir qu'il était en conflit d'intérêt et il a dû se départir de plusieurs de ses investissements. Hein? Il occupe un poste difficile, il a exercé son rôle, il doit exercer son jugement de façon neutre et objective. Évidemment, il a dû se départir de plusieurs de ses liens d'intérêt. Quatrième piste de solution, déléguer. Donc, si vous pensez que c'est votre jugement qui peut être compromis, pourquoi pas confier l'exercice d'un jugement à quelqu'un d'autre? Hein, vous avez plusieurs soumissions devant vous. Il y a une soumission qui c'est un ami. Pourquoi pas demander à votre collègue de choisir c'est laquelle la meilleure soumission et non pas vous dire je suis correct, là, je vous regarde ça objectivement. Puis même si c'est un ami, je suis rationnel. Oui, mais rappelez-vous qu'un intérêt personnel, ça peut influencer notre prise de décision. Autre piste de solution, superviser, auditer. Donc, vous craignez que votre jugement soit biaisé, faites-vous surveiller, faites valider votre processus de décision. Et d'autres types de solutions pour gérer un conflit d'intérêts, bien évidemment, la sanction. Hein, parce que si on se rend compte que votre conflit d'intérêts mène à des actions où carrément vous vous servez de votre rôle ou de votre profession pour servir vos propres intérêts personnels, là, ça se peut qu'il y ait des sanctions. C'est une autre façon de gérer les conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, la personne n'a pas utilisé des modes de gestion plus prudentes ou des pistes de solutions prudentes, puis elle a décidé, oui, à tort ou à raison, ou à son insu peut-être, des fois ça arrive, là, c'est par négligence. La personne s'est servie de son rôle pour servir ses propres intérêts personnels, mais dans plusieurs rôles et surtout dans plusieurs professions, c'est tout à fait proscrit et il faut sanctionner. Donc, des solutions que vous allez trouver, que j'explique plus longuement dans la dernière partie de la présentation. Ultimement, la question du conflit d'intérêts nous rappelle, je le disais en introduction, nous rappelle nos inclinaisons naturelles, notre humanité, ce que nous sommes, nos tendances. Hein, cette question-là nous rappelle aussi nos failles humaines. Ce sont des failles qui sont belles, qui sont attendrissantes, mais qui peuvent parfois être problématiques. Hein, nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts, donc nos intérêts personnels. C'est normal. C'est humain, je le disais un peu plus tôt. Mais il faut reconnaître que cette tendance génère un risque éthique, qui est important dans l'exercice de la profession. Et le risque, c'est que ce professionnel, parce qu'il est humain et parce qu'il a des failles, donc le risque, c'est que ce professionnel
privilégie ses intérêts personnels au détriment des intérêts qui sont associés à son rôle. Et nous avons collectivement le devoir de nous donner les moyens de réduire ce risque éthique. La pire, je dirais, gestion du conflit d'intérêts, c'est de nier l'existence du conflit d'intérêts, et c'est la même chose en matière de risque éthique. La pire façon de gérer un risque, et c'est vrai aussi pour des risques physiques, des risques industriels, le pire moyen de gérer un risque, c'est nier l'existence de ce risque. Une fois qu'on a reconnu l'existence d'un risque, on peut le gérer prudemment puis mettre en place toutes sortes de mesures et procédures pour s'assurer que le pire n'arrive pas. Vous irez voir dans l'enregistrement du cours, il y a des extraits de la commission Charbonneau et vous allez voir que le pire parfois se produit. Vous allez voir une personne qui travaille pour la fonction publique et elle n'était pas seule. Le pauvre type, vous allez voir, il recevait des cadeaux de plusieurs milliers de dollars, des voyages de golf, voyages dans le sud. Et c'est ça, c'était la norme, c'était une pratique d'affaires, nous dira-t-il. Et à aucun endroit ne pense-t-il que son jugement peut être biaisé par toutes sortes de cadeaux et privilèges. Puis il se surprend même qu'on mette en doute son jugement. Lorsqu'il affirme que, par exemple, que le meilleur soumissionnaire, parce que lui, je parlais des soumissions, mais lui en a choisi des soumissions. Là. Et il s'étonne qu'on doute de la qualité de son jugement lorsqu'il choisit la soumission numéro 5 et que la soumission numéro 5, c'est le soumissionnaire, le fameux soumissionnaire qui a payé des voyages de golf, des voyages dans le sud. Que pensez-vous de l'objectivité ou de la qualité du jugement d'un tel monsieur qui a reçu ces tonnes de cadeaux? En fait, le soumissionnaire numéro 5 était peut-être le soumissionnaire le plus pertinent, mais qui fera confiance au jugement de cet homme pour décider que le soumissionnaire numéro 5 est le soumissionnaire le plus pertinent et intéressant? Vous irez voir l'enregistrement, vous irez voir les extraits de la commission Charbonneau. C'est pas beau à voir. Et il y a pire, je dirais, même dans les extraits. Vous irez voir. Plusieurs études, vous le verrez aussi, démontrent que c'est peut-être ce qu'il y a de pire, je dirais. Plusieurs études démontrent que nous reconnaissons tous certains risques éthiques, mais seulement pour les autres. C'est-à-dire que nous avons tendance à sous-estimer ce risque lorsque nous sommes personnellement concernés. Donc, le jugement, là, on le verra dans cet enregistrement, mais dans d'autres enregistrements aussi, le jugement peut être biaisé, influencé par toutes sortes de choses, mais lorsque votre intérêt personnel est en jeu, le jugement peut carrément passer à côté de la raison. On reprend ici, là, par exemple, les biais qu'on va voir, le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, c'est bien documenté, c'est lorsque le sujet se juge moins exposé à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui. Donc ça, c'est intéressant. On reconnaît qu'il y a des risques pour autrui, peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment-là. Vous reconnaissez qu'il y a des risques pour autrui, mais serez-vous capable de reconnaître ce risque lorsque vous serez personnellement concerné? Vous, est-ce que vous vous sentez plus ou moins exposé à la plupart des risques que vous reconnaissez pourtant pour autrui? Je pense que c'est ça le biais d'optimisme. Et la preuve, c'est que dans les dernières minutes, je vous ai expliqué le risque associé au conflit d'intérêts. Puis gageons que vous avez reconnu qu'effectivement, il y a là un risque et que ça peut influencer le jugement des personnes en conflit d'intérêts, puis bien, puis ça peut être biaisé. Mais vous,
Est-ce que vous êtes à risque? Ben, moi, si je me fie aux études, ben, je gagerais que vous vous sentez un peu moins à risque que l'ensemble de vos pairs ou de vos semblables. Mais je vous le rappelle, vous aussi, vous êtes à risque. Vous aussi, vous êtes à risque. Et ma présentation, je dirais, d'aujourd'hui, c'est au moins pour vous mettre à l'abri de ce biais d'optimisme. En vous révélant ce biais, mon espoir, c'est que vous mettiez à l'abri de ce risque. Et on verra là, dans quelques années si ça a fonctionné, si effectivement vous avez réussi à vous mettre à l'abri de ce biais d'optimisme, de ne pas nécessairement vous sentir à l'abri de risques que vous reconnaissez pourtant pour les autres. Autre biais impliqué, j'en parle un peu dans l'enregistrement de cours, ce qu'on appelle le biais de la tâche aveugle ou le bias blind spot. Celui-là est encore plus méta, je dirais. C'est la tendance à ignorer nos propres biais cognitifs à l'œuvre, dans nos propres jugements, et ce, aux dépens d'informations plus objectives. Donc, même si je vous donne plein d'informations objectives, la personne humaine, avec ses failles, peut connaître tous les biais psychosociologiques que nous allons voir dans ce module et dans les autres, et néanmoins être influencée. Donc, reconnaître l'existence de ces biais chez les autres, mais ne pas être conscient ou ignorer ses propres biais objectifs, ses propres biais socio-cognitifs. Donc, attention, oui, même vous, vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre. Dans l'exercice de votre propre jugement, vous devez reconnaître l'influence de ces biais. C'est la même chose pour le conflit d'intérêts. Même si je vous démontre qu'en situation de conflit d'intérêts, votre jugement risque d'être biaisé, vous risquez d'ignorer cette information lorsque votre propre jugement sera impliqué. Votre propre intérêt personnel sera en jeu. Mais au moins, vous le saurez, vous l'aurez entendu dans ce cours. Le conflit d'intérêts, donc. Facile de voir le problème chez les autres. On le voit, là, c'est pas si compliqué. On a une belle définition, c'est comment le gérer. Mais difficile de reconnaître ce conflit d'intérêts et d'agir lorsque nous sommes personnellement impliqués. Nous avons tous, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des autres intérêts, y compris les intérêts qui sont promus par votre employeur, par votre profession. Dans votre cas, on s'attendra à ce pas ce que vous serviez votre intérêt personnel, mais que vous serviez plutôt la protection du public, la paix sociale, la sécurité du public. On s'attend à ce que vous posiez un geste d'une très grande générosité. Sacrifiez votre propre intérêt personnel. Posez ce geste extrêmement difficile, contre-intuitif, très certainement. Bon, les défis sont importants, surtout si on le voit, si le sort et le pouvoir ne résident que dans vos propres mains, mais je dirais qu'il y a des solutions organisationnelles à ce type de gestion du conflit d'intérêts. Ça dépasse, je dirais, votre seul pouvoir individuel. Et dans votre cas, on peut se poser la question, que peuvent faire nos institutions, nos organisations, nos ordres professionnels? Que peuvent-ils faire pour créer un contexte de travail dans lequel ce sacrifice est possible? On le dit, le sacrifice de l'intérêt personnel, il est difficile. Quoi faire? Que peuvent faire nos institutions, organisations, ordres professionnels pour nous assurer ou pour faciliter l'exercice de ce sacrifice? Quel type de milieu de travail doit-on vous offrir pour que ce soit moins tentant de privilégier vos propres intérêts personnels? De quoi avez-vous besoin?
De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un meilleur salaire? Est-ce que vous avez besoin de normes, de règles? Est-ce qu'il faut sanctionner sévèrement un peu, beaucoup, le dire, le taire? Est-ce qu'on doit sensibiliser? Est-ce qu'on doit vous former? Est-ce qu'on doit faire de la prévention, de l'éducation? Est-ce qu'on doit mettre en place des processus de surveillance, de sanctions? Je l'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire nos institutions et organisations pour vous permettre de sacrifier votre propre intérêt personnel plus aisément, un peu? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Quels outils doit-on vous fournir peut-être pour vous permettre d'exercer votre profession dans un contexte où ce serait tentant parfois de servir nos propres intérêts personnels? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce sacrifice soit un peu plus facile, sinon faisable? Est-ce qu'on peut se contenter de juste vous dire éviter les conflits d'intérêts? C'est parfois le cas dans certains ordres professionnels. Éviter le conflit d'intérêts. Mais quoi faire si vous êtes constamment plongé dans un contexte, dans des organisations, dans des milieux de travail qui poussent ou qui vous met dans des situations de haute tentation de servir vos propres intérêts personnels? Il faut créer aussi un contexte où l'exercice honnête et intègre de votre profession est possible. Voilà. Que pouvez-vous faire et que peuvent faire les institutions et organisations, les milieux de travail dans lesquels bientôt vous allez exercer votre profession? Que pouvez-vous faire? Que peuvent-ils faire? Et qu'est-ce que je peux faire? C'est au moins de vous en parler pendant 3 quarts d'heure et de vous donner quelques notions pour résoudre un peu plus aisément au moins vos conflits d'intérêts. À la fin de ce module 9, vous devriez être capable de quoi? Déjà à la fin même de ce 45 minutes, vous devriez être capable déjà d'en faire une partie, d'être capable de définir le conflit d'intérêts. Pas juste avoir une petite définition vague là, qui fait en sorte que vous finissez toujours par dire que oui, c'est apparence de conflit d'intérêts. Non. C'est quoi un conflit d'intérêts? Sur quoi on s'appuie? Donc, 1, reconnaître, donc définir. 2, reconnaître, mais ça prend une bonne définition. Et 3, proposer différentes solutions de gestion d'une situation de conflit d'intérêts. Proposer les actions qui seront les plus appropriées. Et je vous le dis, il y en a certains qui auront ce défi aussi dans leur TP2. Reconnaître ce conflit d'intérêts et le gérer aussi dans ce rapport décisionnel. Donc, ça s'en vient pour vous. Attention aussi, rappel TP2, c'est dans 19 jours, la date de remise de votre TP2. Donc, 19 jours. C'est pour vous, c'est 3 samedis, c'est 3 dimanches. Ou si vous travaillez en semaine, il vous reste 19 jours. Mais si vous travaillez seulement le week-end sur ce cours, 3 samedis, 3 dimanches, c'est ce qui vous reste pour organiser vos travaux et faire ce TP2. C'est tout pour le module 9. Excellente semaine. On ne lâche pas. C'est l'été. Je sais que c'est difficile, mais vous en êtes capable. Quelques semaines de travail donc pour le TP2. L'examen final, ça s'en vient. C'est bien de commencer à étudier, réviser. Encore une fois, si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, faites-moi signe à moi, faites signe à Catherine. D'ailleurs, Catherine, merci de m'avoir accompagné encore cette semaine. C'est gentil, Catherine, merci. Oui, ça fait plaisir. C'est tout. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et on se dit à mardi prochain. Allez, bye bye.